Donc, place à l'espace. Tantôt, on a parlé d'espace un peu. L'espace n'est pas le réceptacle vide et homogène de la matière. Au-delà de l'extension géométrico-physique, l'espace prend relief et sens à travers les fonctions qu'on lui donne. Il se constitue et se reconstitue sans cesse au prisme de nos expériences. Visualisez-vous par exemple une aire de jeu intérieure. Peu avant l'heure de fermeture, je vous demande de vous cacher dans un module ou dans une glissade, dans un toboggan là, fermé, là, pour pas qu'on vous voie, et de n'en ressortir qu'à la nuit tombée. Où êtes-vous à présent? Les jeux qui se jouent ici ne sont plus les mêmes. Ils renvoient à l'interdit, au réflexe de survie. Les compagnons imaginaires de la journée ont été remplacés par des démons, des petites filles qui pleurent dans l'ombre et des mille pattes. L'attrait de la chair de poule, qui peut encore tenir de l'aventure innocente, se double d'affects qui appartiennent à un registre plus profond, évoquant le deuil et la mélancolie. Les tropes de l'enfance y sont déformées, paraissent auscultées sinistrement depuis le surplomb d'une conscience adulte qui sait sur le monde des choses que les enfants ne devraient pas savoir. Comme si une autre temporalité, voire une autre fréquence ontologique du soi intervenait dans la constitution de cet espace. Comme si l'espace était donc hanté, et que notre vision l'était aussi. Mais par qui et par quoi? Dans cette présentation, j'ai voulu m'intéresser à la puissance oratique d'un certain type d'image qui abonde sur la toile depuis 2019 sous l'appellation « liminal spaces », qu'on traduira par « espaces liminaux » ou « liminaires ». Avant de décrire plus précisément de quoi est faite cette esthétique et en quoi il faut entendre ici le mot « esthétique » dans un sens particulier, il faut soulever que le choix de cette expression renvoie explicitement à la notion de liminalité issue des travaux de l'ethnologue Arnold van Gennep sur les rites de passage, repris et approfondi par Victor Turner, donc un des plus influents membres de l'école dite de l'anthropologie symbolique. Les rites de passage sont donc des actes spéciaux qui accompagnent le passage d'un âge à un autre et d'une occupation à une autre, et se décrivent à l'aide d'un modèle triphasique constitué des phases préliminaires, liminaires et post-liminaires. À la phase de séparation correspond une forme de mort symbolique par laquelle l'individu se détache du groupe auquel il appartenait jusqu'alors dans la structure sociale. La phase liminaire est cette période ambiguë où l'individu, comme en exil, traverse un domaine culturel qui ne ressemble ni à l'état antérieur ni à son état prochain. Comme le dit Victor Turner, « The attributes of liminality or of liminal persona, threshold people ». J'aime ça, threshold people. These attributes are necessarily ambiguous, since this condition and these people elude or slip through the network of classifications that normally locate states and positions in cultural space. Liminal entities are neither here nor there. They are betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and ceremonial. Selon les sociétés, cette phase rituelle peut s'accompagner d'un puissant répertoire de symboles liés à l'imaginaire du passage ou de l'entre-deux. La mort, le ventre maternel, l'invisibilité, l'obscurité, l'androgynie, la bisexualité, les éclipses, etc. De fait, il n'est pas rare de voir que les sujets de l'initiation sont contraints de se déguiser en monstres ou en fantômes. Ici, bien sûr, je parle des sociétés qui intéressaient une première ethnologie qui ne s'était pas encore déparée de ce que j'appellerais un colonial gaze, par laquelle, en fait, ces chercheurs-là, soit des Européens blancs, ouverts sur le monde, néanmoins se servaient des cultures étrangères pour mieux se comprendre eux-mêmes. Donc, simplement, je tenais à noter ça. Mais donc, dans les sociétés qui étaient étudiées par Arnold van Gennep puis Victor Turner, donc Victor Turner a remarqué qu'il y avait, comme j'ai dit, beaucoup de sujets d'initiation qui se déguisaient en fantômes, voire qui se promenaient nus et montraient ainsi, en se débarrassant des insignes, amulettes ou vêtements pouvant indiquer leur rang passé, et en retournant temporairement à un état plus sauvage, qu'ils étaient disponibles à l'accueil et à l'assimilation de nouvelles normes. Le retour dans le groupe social, correspondant à la phase d'agrégation, se comprend alors comme une renaissance symbolique.
Entre ces deux phases qui rattachent le rite à la continuité de la vie sociale, normée par une métaphysique logico-mathématique de la présence qui exclut son contraire, la non-présence, l'être de la liminalité apparaît, s'il apparaît, comme une aberration, comme ce qui n'est pas supposé être là devant nous, encore moins être tout court, puisqu'il n'est ni vivant ni mort, qu'il est et n'est pas en même temps, et qu'il déploie ainsi une sorte de mise en abîme infinie, parce que si le non-être, l'être du non-être, ça implique une sorte de récursion infinie. Là. Présence de l'absence, de la présence de l'absence. C'est parce que l'espace se co-constitue de pair avec l'expérience qu'il est envisageable d'appréhender la spatialité liminale comme une continuité naturelle de la persona liminale. Si on songe aux limens architecturaux que sont les vestibules, les halles, les salles d'attente, corridors, cages d'escalier, ascenseurs, des zones tampons entre l'extérieur et l'intérieur ou entre différents secteurs d'un bâtiment, marquant parfois un niveau d'accès plus restreint. Souvent, ces passages sont dépouillés des caractéristiques qui permettraient de les identifier aux espaces qu'ils relient, de sorte qu'ils accomplissent à leur manière discrète le rituel de transition vers un nouvel ensemble de codification sociale. Les espaces liminaux ne se limitent cependant pas à des connecteurs architecturaux, n'est-ce pas? Ils peuvent être la projection spatiale de l'état affectif qui caractérise la liminalité. Un espace qui remplit une certaine fonction sociale durant la journée peut devenir liminal lorsqu'on s'y retrouve en dehors des heures habituelles d'opération. L'abandon des lieux, le faiblissement d'éclairage, etc., contribuent à la refonctionnalisation en fait, de l'espace, comme vestibule vers un ailleurs qui n'est plus seulement physique, mais psychique. Une sorte de monde parallèle ou de structure saillante, pour reprendre un terme de Thomas Pavel dans Univers de la fiction, qui qualifiait ainsi la région sacrée dans la division religieuse de l'espace. Revenons donc aux liminal spaces de la culture internetique. On trouve depuis 2019 d'innombrables photographies de tels espaces sur la toile. Celles-ci ne réfèrent pas seulement à des lieux physiques, comme on a vu, mais à des moments ordinairement non captés dans la vie de ces lieux, coïncidant avec un changement d'atmosphère qui va induire un état altéré de conscience. Depuis 2022 particulièrement, on commençait à se mêler à cette production une prolifération d'images générées par intelligence artificielle qui reprennent et recombinent les traits formels d'une liminalité désormais essentialisée, ce qui ne peut contribuer qu'à aggraver leur caractère défamiliarisant. Ces images donc, sont très populaires. Le subreddit, donc, qui est une communauté en ligne spécialisée, disons, niche. Le subreddit r/liminal_space compte à l'heure actuelle 721 000 membres. Et certaines compilations vidéo sur TikTok et sur YouTube cumulent des millions de visionnements et de mentions j'aime. Afin de s'expliquer la puissance affective et oratique de ces images, il faut comprendre donc de quoi elles sont faites. Même s'il est difficile de donner de la catégorie liminal space une définition en amont, certains traits récurrents peuvent être identifiés selon une approche descriptive. Au premier chef, il y a le fait que les lieux représentés sont la plupart du temps des constructions humaines qui remplissent une fonction dans la vie sociale capitaliste moderne. Des aéroports, des centres commerciaux, des hôtels, des espaces bureaux, des centres d'amusement. Des lieux qui ont été conçus pour être traversés par une foule à la composition toujours changeante. Dans leur phase liminale, cependant, ces lieux sont vidés de leurs occupants. L'éclairage est légèrement partiel ou tamisé, une lueur bleue émanant d'un écran télé, des néons grésillants disposés à intervalles réguliers dans un long corridor qui s'enfonce dans l'obscurité. S'il s'agit surtout de prises de vue intérieures, on retrouve paradoxalement au sein de cette nébuleuse esthétique des clichés montrant des voisinages de banlieue rendus à leur plein potentiel unheimlich, des rangées de maisons toutes pareilles baignant dans un ciel trop bleu. Dans tous les cas, la lumière, qu'elle provienne d'un néon ou du soi-disant soleil, a une qualité artificielle. D'autres éléments pêle-mêle qu'on retrouve parfois, des surfaces d'eau, souvent des piscines, de manière générale une insistance sensorielle sur le liquide, sur l'aqueux, des objets liés à la culture de consommation désormais inutilisés ou inutilisables, des jouets ou encore des modules de jeux pour enfants, des vieilles moquettes aux couleurs défraîchies, des plafonds bas pour ajouter à la claustrophobie, une basse qualité dans l'image qui fait la part belle à l'indiscernable, à l'inquiétant et creuse une sorte de distance déréalisante entre le regardeur et l'image. Il y a d'autres éléments récurrents, bien sûr, dont je ne cherche pas à faire l'inventaire. Je me contente de relever ce que les internautes accueillent positivement dans cette espèce de communitas en ligne qui s'est formée autour de l'étiquette « liminal space ».
C'est par acclamation populaire, par exemple le nombre de upvotes sur Reddit, que certaines publications se hissent au sommet du classement algorithmique et que s'établissent les normes du bon espace liminal. On suppose alors que les critères définitionnels variant d'une utilisatrice à l'autre, tout aussi bien que leurs intuitions les plus ineffables, gut feelings, influencent ce résultat et que celui-ci les influence en retour dans un mouvement continu. Et on comprend aussi que, comme pour tout phénomène qui est régi par un principe d'acclamation populaire, il y a une sclérose esthétique qui va finir par s'installer. Donc, les créateuristes sont amenés à suivre des recettes qui vont assurer une plus grande visibilité à leur publication. C'est pourquoi, malgré tous les Tumblr et les wikis qui utilisent le terme d'esthétique pour décrire ce phénomène, le terme ici se déplace en fait peut-être de son cadre académique pour renvoyer à un ensemble établi de traits disponibles à quiconque, humain ou machine, désire se les approprier et fabriquer ses propres espaces liminaux. Parce que le format ne se renouvelle pas, n'est jamais appréhendé dans une perspective dynamique et évolutive, l'esthétique de l'espace liminal s'avère vite stagnante. Ce caractère répétitif s'explique selon moi par la manière dont sont construites les plateformes hégémoniques de partage, conçues pour décourager toute éthique positive de l'attention et encourager plutôt la consommation boulimique d'un flux anonyme et sériel de contenu dont la production relève d'une logique du junk food. L'approche marchande de cette production d'images en mine la légitimité en tant que courant esthétique. Donc, en les lisant comme phénomène de mode, ça n'enlève rien à leurs éléments de composition qui, par-delà la violence attentionnelle des grosses plateformes, constituent des tropes ou des figures à l'intérieur de plein de productions culturelles tout à fait intéressantes, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les séries télévisées ou dans le cinéma. Parce que plusieurs de ces productions sont antécédentes au phénomène viral, on comprend que celui-ci ne constitue pas une révolution du champ visuel, mais si l'une des fonctions de l'art est de faire jour sur des états souterrains de la psyché collective, alors on pourra se visualiser la trajectoire de ce qu'on pourrait appeler le substrat psychique de l'espace liminal, partant des profondeurs, donc son apparition dans des œuvres d'art, et remontant peu à peu à la surface à travers le phénomène viral. Donc je m'intéresse à ces images moins pour leur qualité esthétique intrinsèque qu'à cause de la manière dont elles rendent compte du climat socio-affectif contemporain. Quel est donc ce climat? Qu'y a-t-il dans l'air? Il ne faut pas chercher loin pour trouver une cause à la popularité récente de ces images. La pandémie, on le sait, a radicalement transformé le paysage public. Les photographies de grands boulevards et de terminaux aéroportuaires déserts qui ont circulé dans les médias au plus fort de la crise ont nourri un imaginaire collectif de la liminalité que la fragmentation du lien social intimement ressenti par toutes celles qui ont vécu le confinement n'a fait qu'exacerber. Les aires publiques qui avaient été conçues pour être traversées et non habitées et qui à présent étaient abandonnées ont donné tout son sens à l'expression employée par Marc Auger, un autre anthropologue, pour les désigner, non-lieux. C'est ainsi qu'il nomme ces espaces interchangeables, hôtels, centres commerciaux, métros, où l'humain reste anonyme et où les rapports humains, quoique nombreux, sont essentiellement transactionnels et éphémères. Cela en fait paradoxalement des espaces de solitude, sentiment que leur architecture imposante et spacieuse ne contribue qu'à amplifier. La hauteur des étalages d'un grand magasin, le plan labyrinthique d'un aéroport ou encore la taille démesurée d'une machine à bonbons sont autant d'éléments qui paraissent absurdes quand on les sort du régime où ils fonctionnent ordinairement. Parce qu'il n'est pas fait pour être habité, le non-lieu déserté devient bizarre. L'espace liminal, sous cet angle, peut être vu comme une forme d'ombre du non-lieu, une sorte d'exemplification de sa logique aliénante. Comme on disparaît dans une foule, celle-ci disparaît autour de nous. Dans les deux cas, on est bien seul. Le basculement occasionné par la pandémie aurait pu constituer le moment d'une prise de conscience, une occasion de renégocier les modalités de notre organisation sociale et économique. Or, j'ai plutôt l'impression que son mot d'ordre fut l'attente. Attendre les prochaines instructions sanitaires, attendre l'autorisation de sortir après 20 heures ou de voir sa famille à Noël. Devant un virus bien réel dont nous connaissions mal la vie mutationnelle, c'était sans doute nécessaire. Cependant, même dans la reprise progressive de nos activités, beaucoup d'entre nous avons continué d'attendre que les choses rentrent dans l'ordre. Il fallait se montrer prudent. Notre existence s'est remodelée autour d'un principe d'attente infinie. Nous avions quitté l'ancien monde sans pourtant intégrer le nouveau. Nous flottions, incertaines, entre les deux. Je soupçonne que si nous avions encore des aspirations collectives et croyions sincèrement à des possibilités d'émancipation, nous ne nous résignerions pas à attendre que les choses réintègrent un avant qui en réalité tient déjà du fantasme. C'est eux qui attendent que le passé fasse retour par lui-même et dans une forme inchangée risquent d'être déçus.
Et pourtant, dans les premiers temps du confinement, c'était un tel espoir que véhiculait le discours ambiant. « Ça va bien aller », prédisaient les feuilles 8,5 par 11 collées dans les fenêtres de Montréal. Traduire, c'est temporaire, bientôt tout sera comme avant. Je vois dans notre incapacité collective à formuler une conception du futur qui soit non seulement viable, mais différente du passé, le symptôme de notre existence en régime capitaliste tardif. Le critique culturel Mark Fisher avait nommé « réalisme capitaliste » cette attitude de résignation face à l'inéluctabilité apparente du système, ainsi qu'il l'écrivait éloquemment en exergue de son ouvrage éponyme, attribuant la citation à Žižek, Slavoj, de son prénom. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. Les inégalités causées par le système économique dominant sont d'emblée légitimées par la prétendue impossibilité de lui imaginer une alternative. Ce n'est pas idéal, dit-on, mais ce serait pire autrement. Ce fatalisme est renforcé par la puissance d'absorption quasi illimitée du capitalisme, cette façon bien à lui de subsumer et de consumer toute l'histoire qui précède, un des effets produits par son système d'équivalence, capable d'assigner une valeur monétaire à chaque élément culturel. Ainsi, même lorsque je m'oppose à sa logique mercantile, le capitalisme avale ma critique en la faisant sienne et donc le rend susceptible d'être transformé en marchandise. Tous les futurs que proposent les mouvements révolutionnaires et les œuvres d'art subversives sont ravalés par lui, nettoyés de leur aspérité critique et disposés à la vue des consommateurs sur les étalages du marché global. Or, le capitalisme global tire à sa fin. Cette assertion devrait être amendée par une autre précisant que c'est d'un certain état du capitalisme dont il est question, celui dont la chute du bloc soviétique semblait avoir annoncé le triomphe. C'était la thèse d'un célèbre article de Francis Fukuyama, « The End of History », donc publié en 1989. Certes, il y aurait des revers encore, mais la trajectoire évolutive de l'humanité voulait que les régimes autocratiques soient éventuellement remplacés par des démocraties libérales régulées par les principes du libre marché et de la coopération internationale. Cet optimisme paraît aujourd'hui bien naïf, avec la montée de l'extrême droite dans les pays mêmes qui croyaient l'avoir dépassé et le franchissement du point de non-retour climatique. Les menaces qui jaillissent de partout révèlent le caractère extrêmement fragile de la civilisation thermo-industrielle telle qu'elle s'est construite en régime capitaliste. Le système dans lequel on se retrouve est à ce point débordé par les crises du présent qu'il n'est plus en mesure de se concevoir un avenir. Nous vivons dans les vestiges de son utopie. Si Jamison donnait déjà le nom de capitalisme tardif à notre système en 1984, on pourrait aujourd'hui, donc Jamison Frederick, il faut que je nomme quand même, on pourrait aujourd'hui parler de capitalisme crépusculaire ou agonique, voire de capitalisme fantôme. Car le fantôme, donc on le sait bien, n'est ni présent ni absent, c'est une figure liminale. Le fantôme ne sait pas nécessairement qu'il est mort. Il peut même continuer de scander la victoire du néolibéralisme, les aiguilles de sa montre étant pour toujours arrêtées le 25 décembre 1991, au moment où le drapeau soviétique fut descendu pour la dernière fois. En 1993, Jacques Derrida publiait Spectre de Marx. C'était entre autres une réponse à Fukuyama, qui s'était trop tôt empressé de chanter la mort du marxisme, se joignant à un discours dominateur qui avait, selon Derrida, la forme maniaque, jubilatoire et incantatoire que Freud assignait à telle phase dite triomphante dans le travail du deuil. Derrida, dont une partie du travail philosophique reposait sur une critique systématique de la métaphysique de la présence, déplorait que des théoriciens comme Fukuyama n'aient de conception de l'être que comme en soi, et qui de fait ne pouvaient appréhender l'ontologie que de manière binaire. D'où l'idée d'une ontologie qui serait précisément un discours sur la puissance d'agir du virtuel, lequel ne serait pas le contraire du réel, mais plutôt son double ou son complément, qui l'accompagne en tout lieu et auquel l'ontologie ne s'oppose que lorsqu'elle tente de le conjurer, en raison d'une fixation historique de la philosophie occidentale sur la présence. Si la figure du spectre, dit Martin Haglund, n'a pas d'être en soi, mais marque un rapport à ce qui n'est plus ou n'est pas encore, alors l'ontologie peut se lire comme la nécessaire introduction de la temporalité dans la construction de tout concept, au-delà de son habituelle saisie atemporelle qui tend à confondre le maintenant et l'éternité. Derrida disait ainsi que le marxisme, dans ce qui avait survécu à la conjoncture historique, la désintégration de l'URSS, avait encore une effectivité, même que celle-ci était encore plus grande dans la spectralité, comme fantôme revenant hanter et terroriser celles qui croyaient l'avoir à jamais conjuré. Un fantôme, dit-il, ne meurt jamais, il reste toujours à venir et à revenir. Quand j'affirme que l'état utopique du capitalisme est mort ou mourant, je dis en fait qu'il est bien là, partout autour de nous et en nous,
Seulement, c'est dans une forme spectrale qui lui donne une nouvelle puissance d'agir. Le capitalisme dans lequel nous vivons n'a rien d'utopique, mais il est hanté par son double utopique. C'est cette présence spectrale, à la fois inquiétante, ironique et réconfortante, de l'utopie perdue, qui peut le mieux expliquer la place considérable de la nostalgie dans notre vie culturelle et affective, se traduisant par un attachement démesuré à des formes culturelles anciennes et par notre incapacité non seulement à concevoir un futur politique et économique différent du modèle néolibéral, mais des formes esthétiques véritablement neuves qui ne sont pas que le remâchage de formes préexistantes. L'objet de la longueur, explique Mark Fisher dans sa propre réinterprétation de l'anthologie, n'est pas une période particulière, mais la reprise des processus de démocratisation et de pluralisme qui ont donné au capitalisme des années 90 son élan vital et son optimisme à toute épreuve. Ce qui devrait nous hanter, dit-il, ce n'est pas le ne plus de la social-démocratie réellement existante, mais le pas encore des futurs que le modernisme populaire nous a appris à attendre, mais qui ne se sont jamais matérialisés. Ces spectres, les spectres des futurs perdus, incriminent la nostalgie formelle du monde capitaliste réaliste. Ce mode nostalgique, comme l'identifiait déjà Jamieson dans sa célèbre analyse de l'esthétique postmoderne, apparaît manifestement dans les représentations de liminal spaces sur Internet. Quoique déserts, les lieux du techno-capitalisme consumériste y sont encore remplis de peluches poussiéreuses, de jeux d'arcade, de distributrices à soda et d'écrans télé hors d'usage. Pour celles qui ont grandi dans l'hégémonie rassurante des pays de l'OTAN et dans l'idée que ce monde de Big Mac et de gomme ballon était appelé à durer pour des siècles et des siècles, ces objets se retrouvent dotés d'une charge affective considérable. Si le fantôme est ce qui revient au-delà de la présence, ce qui persiste de l'en-soi dans la virtualité, alors on voit bien comment le fait de les représenter en dehors de leur fonctionnalité sociale leur donne une seconde vie fétichisée. Le fantôme est une figure éminemment nostalgique. L'image ontologique peut être pensée en rapport à la conception contemporaine du sublime comme expérience même de la beauté, désignant ce qui hors d'elle est infini, indéterminé, intégrant ou induisant par là même, comme en creux, une figure de cet infini. Tentative de figuration de l'infigurable, ouverture de la représentation vers un ailleurs radical qui suscite l'effroi. Cet ailleurs, c'est peut-être notre pressentiment sourd que la fin de l'histoire telle que l'avait prédite Fukuyama s'est effectivement réalisée, mais dans un sens détourné. Les lieux ontologisés du capitalisme représentent en fait l'état final de la civilisation thermo-industrielle et globaliste avant son effondrement. Ils incarnent tout à la fois l'optimisme des années qui les ont vus naître, en même temps que la mélancolie des futurs que nous n'aurons pas. Ils sont à ce titre traversés et donc hantés par l'histoire de leur virtualité, l'histoire d'un futur que les chantres du néolibéralisme croyaient éternel, quand bien même pour le capitalisme prédateur et extractiviste, il n'y a jamais eu autre chose que maintenant. Ces clichés d'espaces dépeuplés, remplis des spectres d'une idéologie vétuste, peut-être pourrait-on les interpréter comme ce qui restera de la société de consommation quand tout le monde sera parti. Les fantômes deviennent alors concrets. Si plus personne n'est là, qui prend les photos? Le point de vue peut-être le AI. Le point de vue caméral se révèle une impossibilité. La puissance déréalisante ou dépersonnalisante de ces images pour celles qui les regardent s'explique dès lors beaucoup mieux. Celles-ci paraissent mélancoliques, non seulement parce qu'elles nous ramènent en enfance, dans un rêve idéalisé d'enfance, dénaturé et rendu inquiétant par un écart de perspective, mais parce qu'elles nous donnent à voir le capitalisme dans l'œil des fantômes qui hanteront ces vestiges. Elles nous proposent en somme de devenir nous-mêmes des fantômes.